la protection des personnes civiles, des personnes qui ne participent plus ou qui ne participent pas aux hostilités. Il faut protéger les biens à caractère civil. C'est-à-dire une école, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes dans un état de guerre, vous commencez à bombarder dans une école où il y a des citoyens. Et à partir du moment où cette école, exemple pratique, c'est pour donner l'idée aux participants de comprendre que les règles que l'on vous donne en termes d'enseignement. Il y a un principe qu'on a un peu évoqué ici, un peu évoqué chaque fois les gens parlent de la télé, que la guerre se termine toujours par la guerre. Oui, on est d'accord que toute guerre se termine par la guerre, par un accord, mais c'est à quel moment? C'est quand, par exemple, il faut régler certains sorts, certains sorts. C'est à ce moment-là qu'on signe des accords, mais pendant les affrontements. Vous savez par exemple que Israël est en train de se battre avec les Hamas. Chaque jour, j'espère qu'ils se sont imaginés voir qu'on dise qu'enfin ils ont trouvé un accord sur le cessez-le-feu de l'Irak, mais il n'y a rien. Donc, pendant les conflits, on suppose qu'à la fin, vous allez conquérir des territoires, vous allez conquérir des villages, mais ces villages-là devront vivre. Il y a un intérêt économique à ça. Donc, pour faire fonctionner ces villages-là, c'est pour donner un gain en tout cela, il fallait interdire qu'on empoisonne les puits, parce que si vous empoisonnez les puits et que la guerre s'est terminée, on a conquis des territoires, comment les gens vont vivre sans eau? Donc, l'interdiction d'empoisonner les eaux des puits visait en réalité l'exploitation économique. Et ce n'est pas la seule règle qui a été posée dans ce sens-là. Il y a également l'interdiction de tuer les prisonniers de guerre. Donc, aujourd'hui, c'est consacré, mais à l'époque, déjà, ça existait. Donc, ça existait, il était interdit de tuer les prisonniers de guerre, tout simplement parce que les États ou les belligérants de l'époque voulaient déjà s'assurer de la disponibilité des futurs esclaves. Les gens qui ont été vaincus deviennent des esclaves. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que les vaincus payaient toujours des tribus, des taxes aux vainqueurs. Et donc, l'interdiction de tuer les prisonniers ne visait pas la protection des prisonniers. En réalité, ce qu'on entendait par là, c'est de disposer des futurs esclaves. Et par rapport aux esclaves, ceux qui ont lu par exemple l'histoire de Spartacus, ils savent par exemple que Spartacus, c'était un affranchi, mais Spartacus, qui était formé, qui s'est battu, mais c'était pour divertir les grands. Et vous savez qu'à l'époque, les esclaves se battaient dans les arènes, notamment au Colisée, ils venaient se battre, et c'était l'occasion pour les autres, c'était un spectacle, de voir. Non mais attendez, c'était inhumain. Vous allez m'expliquer, comme c'est également inhumain de voir tout ce qu'il y a comme catch américain. Je suis désolé, quand vous regardez le catch américain, vous allez vous rendre compte que les humains, on est là, on regarde les autres se battre et on se réjouit. Mais c'est un sentiment anormal qu'on peut avoir. Et par rapport plutôt à cette interruption, vous avez par exemple les films de Judas Lénine. C'est un vieux film. Les films qui avaient récolté à l'époque, c'était des films qui avaient récolté le plus des Oscars avant d'être détrônés par les Titanic. Avant d'être détrônés par les Titanic, les films qui avaient obtenu le plus d'Oscars, c'est le film du Titanic. Et là aussi, vous avez des cas, des esclaves comme ça. Qu'on
l'homme, c'est-à-dire à payer tout simplement. Donc, les règles du droit international humanitaire, comme je le dis, ont existé dans toutes les civilisations. Et donc la norme traditionnelle, c'est-à-dire le fait que bon, on considère que l'homme, la femme, n'est pas le cas de l'homme, la femme, c'est la femme de l'île pour déstabiliser mon ennemi, il faut que je viole sa femme, parce que la femme, elle est tout, elle est ceci, elle est cela. Donc ça structure déjà le comportement de la Christiane. Deuxièmement, le comportement des survivants est corrompu par la stigmatisation et l'ostracisation sociale lorsqu'elles refusent de saisir la justice pour revendiquer leurs droits. Dès lors, l'influence de la norme traditionnelle, donc, à partir de là, l'influence de cette norme traditionnelle crée une injustice par la privation du droit d'accès à la justice. Utilisée comme arme de guerre dans le cadre de la justice transitionnelle. Les résultats de mes recherches ont été approuvés par les membres du jury, parmi lesquels les éminents professeurs congolais Luc Moutol Loubiala et les jeunes Bakama Gopé, qui ont siégé aux côtés de leurs pairs occidentaux lors de ma soutenance de thèse le 25 mars 2024 en France. Il a été recommandé non seulement la modélisation du mécanisme innovant que j'ai proposé, mais également la publication de la thèse et sa présentation aux différents prix et concours. Au regard de ces clarifications, je me permets de reformuler le thème de ma communication. Sans aller très loin de la première formulation, donc ma communication porte sur le mécanisme innovant du traitement des crimes internationaux commis en RDC, en abrégé le MITI-RDC, avec donc un sous-titre en surveillance, une justice transitionnelle à l'aune de l'autonomie des violences sexuelles. J'ai observé que la force de l'autonomie des violences sexuelles que nous allons définir tout à l'heure vient bouleverser le droit positif sur les plans substantiels, c'est-à-dire de la loi applicable substantielle, et processuel, sur le plan de la procédure. Elle bouscule également les modèles des mécanismes précédents de justice transitionnelle pour s'inscrire dans une approche sui generis qui répond aux exigences contextuelles au niveau national et international. La quête du juste, parce que le problème c'est qu'il faut définir la quête, il faut définir le juste à l'endroit des victimes pour pouvoir leur permettre d'accéder à, excusez-moi la méthodologie, à la justice pénale et à la justice de réparation. Et donc la quête du juste à l'endroit des victimes des violences sexuelles exige une démarche de compromis qui tient compte de la nature du crime international de violences sexuelles, des réalités nationales, mais aussi des exigences internationales. Mon étude, ma réflexion a mis l'accent essentiellement sur les victimes directes, ce qu'on appelle les survivantes des violences sexuelles commises surtout dans l'est de la RDC, notamment les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de Maniema et du Kitoko. Dans tous les cas, ce n'est pas le fait de mettre essentiellement l'accent sur les survivantes et que les victimes indirectes ne sont pas prises en compte. C'est tout simplement pour dire que la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'exigence de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes directes dans ces zones devrait intégrer la dimension collective de la réparation, à l'exemple de l'expérience empirique de la Fondation Ponzi et de la jurisprudence de la CPI dans l'affaire Bosco Tanganda que je partage.
Alors, mon intervention est structurée en 3 chapitres. Le premier chapitre va porter sur les fondements du MITSI. RDC dit tout à l'heure, il s'agit donc d'un mécanisme innovant qui vient bousculer ce qui existe pour chercher à établir le juste applicable à la femme pour qu'elle puisse véritablement recevoir. Je parle toujours de la réparation parce que la réparation intègre une part, non seulement la réparation des préjudices, mais la réparation intègre aussi l'aspect pénal.